Donc on va avoir une dernière intervention avant la table ronde. Et donc on va avoir le bonheur d'écouter Philippe Sfiligoy, donc qui est agriculteur, arboriculteur du côté d'Aiguillon dans le Lot-et-Garonne, arboriculteur bio. Il est aussi ancien président de la COP COFRA. Voilà, donc il va donner son point de vue agriculteur. Les questions qu'il vous adresse pour vous chauffer un petit peu. La première, vous êtes en train d'y répondre. Préserver la biodiversité dans les vergers induit-elle plus de contraintes pour l'agriculteur? Donc ça, il suffit de regarder Philippe pour se faire une idée. Est-ce qu'il a l'air contraint? Ok. On s'oriente plutôt vers le oui. Oui, on est presque à 80%, donc c'est quand même intéressant. Hein. Il manque peut-être une question de contrôle sur le niveau de contrainte déjà de quelqu'un qui a des vergers aujourd'hui. Donc, moi, en fait, je vais vous parler d'arboriculture. Je suis Philippe Sfiligoy, donc gérant du verger bio des Prunerets. Et on livre donc à une coopérative qui s'appelle la COFRA Aiguillon. Donc, je vais vous parler donc de biodiversité, ça tombe bien quand même. Donc, le verger est en bio. Quand j'ai préparé un peu l'intervention, en fait, biodiversité et production bio se rendent-elles des services réciproques? J'ai presque été choqué parce que pour moi, c'était une telle évidence. Je me suis dit, mais quelle idée de poser une question comme ça. Je ne vois pas comment on peut faire un séminaire là-dessus, puisque moi, c'est une évidence. Et puis quand même, en retravaillant un peu sur le sujet, je me suis dit, mais depuis quand c'est une évidence, la biodiversité sur ma ferme, en fait? Et j'ai l'impression que je suis un peu comme M. Jourdain au niveau du bourgeois gentilhomme. C'est que j'ai peut-être fait de la biodiversité sans savoir que je faisais de la biodiversité comme lui de la prose. Et donc, du coup, il a fallu que je me remémore un peu tout ce qui s'est passé pour arriver à cette biodiversité-là. Donc, du coup, je voulais reprendre un peu l'historique des vergers. Donc, ils ont pratiquement une centaine d'années maintenant. Donc, ce sont mes grands-parents qui sont arrivés de Slovénie en 1926. Alors, il faut savoir qu'en Slovénie, Ljubljana, frontière italienne, entre les Austro-Hongrois, les ethnies, que ce soit les Serbes, les Croates, les Slovènes, les Italiens d'un côté, c'était très compliqué là où ils résidaient, donc ils sont partis. Ils sont partis un peu partout dans le monde. J'ai la famille en Australie, aux États-Unis et en France. Donc, ils sont arrivés, mes grands-parents sont arrivés dans le Lot-et-Garonne. Ils sont arrivés en tant que fermiers. Et au départ, évidemment, ils ne faisaient que de la polyculture élevage, ce qui se faisait à l'époque, 1926, où là, en fait, ils ne parlaient pas de biodiversité, mais c'était de la biodiversité, de fait, puisqu'en fait, ils avaient de l'élevage, ils avaient des céréales, des fruits, des légumes. Ils vivaient pratiquement en autarcie, presque totale, et ils vendaient que l'excédent. Donc, c'est toute la petite différence de ce qui se passe maintenant. Et petit à petit, ça a évolué. Alors, qu'est-ce qui a fait que ça a évolué? C'est qu'en fait, je pense qu'il y a donc déjà, le matériel agricole a changé. Donc, les tracteurs un peu plus performants, un peu plus gros sont arrivés avec du matériel un peu plus performant. Et du coup, ça permet d'agrandir un peu les surfaces, de commencer à se spécialiser, en fait. Donc, ils ont commencé à une première spécialisation. Donc, moi, ils étaient plutôt proches des vergers. Ils étaient déjà producteurs de fruits en Yougoslavie. Donc, ils ont continué un peu, ils ont développé cette production-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu aussi l'époque du fameux remembrement, où là, en fait, on a détruit complètement toutes qu'il y avait, les fossés, on a drainé les parcelles, et en fait, on a créé de très grandes surfaces, donc on accentue cette spécialisation. Là-dessus est arrivé, évidemment, parce que quand on spécialise, il faut quand même des intrants, donc c'est là où on a dans l'arrivée des engrais chimiques, de tout ce qui est produit de traitement. Et petit à petit, en fait, ça s'est développé comme ça. Moi, je me rappelle d'une époque, en fait, où on nous disait, mais vous êtes vraiment mauvais, en fait, au niveau, en tant que paysan, vous êtes des paysans, il faut sortir du Moyen-Âge, et en fait, apprenez à faire de l'agriculture, faites un peu comme les Américains, les fermeurs américains, eux, ils savent faire de l'agriculture. Et en fait, on y est arrivé. Progressivement, parce que de toute façon, on s'est orienté vers ça. Donc mes parents l'ont fait, moi je l'ai fait en suivant.
Et on s'est de plus en plus spécialisé. Au début, ça marche. Au début, il n'y a pas de souci. En fait, quand on utilise ces produits-là, il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Et petit à petit, on crée des problèmes au niveau du sol, au niveau des végétaux, et en fait, on accentue ces traitements. Donc, on accentue ces traitements, et en plus, on est obligé de produire de plus en plus. Il faut produire de plus en plus parce qu'en fait, la barrière, le seuil, c'est le tonnage. La barrière prix, c'est le tonnage. Donc, il faut qu'on fasse du tonnage pour couvrir les charges. Donc, c'est sans fin. Donc là, c'est une course sans fin. Donc, c'était un peu une fuite en avant. Moi, je suis arrivé en me disant, bon, je pensais bien faire. Donc, j'ai créé des vergers hyper modernes que je faisais visiter, qui étaient super. Hein. C'était vraiment des vergers, je pense, très techniques. Je les montrais, tout le monde était content, ils prenaient des photos. Mais dans la réalité, c'est qu'en fait, je ne m'en sortais pas. C'était pas rentable. Parce que moi, le prix de vente, les 30 centimes pour vendre la pomme, on me disait, mais non, mais tu produis 60 tonnes de pommes hectares, mais il faut en produire 80. Mais 80, c'est plus suffisant, il faut en produire 100. Et en fait, c'est une fuite, voilà, c'est sans fin. Donc du coup, alors je ne sais pas si c'est la crise de la quarantaine dans les années 2000, mais en tout cas, j'ai failli arrêter le métier. J'ai dit, stop, j'arrête, parce que d'abord, partir avec la boule au ventre, travailler, c'est pas sympa, et puis en fait, sans perspective. Hein. Et j'ai eu la chance quand même, juste avant, de rencontrer, je connaissais un ami agriculteur qui était passé en bio 2 ans avant moi, et puis il m'a dit, mais tu sais, tu devrais venir me voir, parce qu'il y a des choses qui se passent dans mon verger. Bon, donc je suis allé le voir, effectivement, c'était un peu étonnant. Et là, donc, je suis passé en bio. Alors, j'ai passé 5 hectares au début en bio. Ma fameuse Ferrari, là, les super vergers au top, mais je l'ai passé en bio, en me disant mais je vais voir ce qui se passe. Et là, on se rend compte que, en fait, ça marche. La première année a très bien marché. Donc, du coup, l'année suivante, j'ai passé la totalité des pruniers d'Inde. J'ai passé tous les vergers qui étaient en pommier RT, c'est-à-dire résistants à velure. Et petit à petit, en fait, j'ai mis la totalité de l'exploitation. Donc maintenant, c'est à peu près 87 hectares de vergers diversifiés, 17 variétés de pommes différentes, de la prune d'Inde parce qu'on fait du pruneau, de la prune d'Athil, du poirier, du coing et un peu de céréales. Donc on est certifié évidemment en agriculture biologique, on est certifié aussi Déméter, on est bioéquitable en France et on a quelques certifications un peu au-delà. Mais quand même, j'ai gardé, quand je suis passé en bio, j'ai gardé un peu cette habitude de me dire, moi, je crois que j'étais assez bon en conventionnel. Donc j'ai dit, je mettais tant de NPK, donc azote, phosphore, potasse dans mes vergers en conventionnel, mais je vais en mettre autant en bio. Donc il n'y a pas de raison. Ça, c'était ma première erreur. Deuxième erreur, les engrais organiques sont plutôt chers. Donc je mets des fientes qui sont un peu moins chères et des sous-produits dans mes sols. Et ça, c'était une deuxième erreur. Et évidemment, comme j'ai bloqué mes sols, j'ai des ruptures d'azote en milieu d'été. Et je rajoute un peu plus d'azote parce que mes arbres jaunissent. Et ça, c'est la suite de la première erreur, en rajoutant un peu de la deuxième erreur. Donc, en fait, j'ai appris comme ça un peu en suivant. Donc, je me suis retrouvé avec des sols qui n'étaient vraiment pas dignes de sols bio, des sols qui devenaient très secs l'été et complètement saturés en fait l'hiver. Donc, un sol qui ne respirait plus, qui ne vivait plus. Donc il fallait quand même que ça change. Et c'est là où, pas le terme de biodiversité, mais en tout cas la notion de biodiversité commençait à naître. Et de se dire, on a essayé de se dire, mais qu'est-ce qui marche pas en fait sur notre façon de gérer en fait. Et donc la première chose, on s'est rappelé qu'en fait au début il y avait ces fameuses haies qui étaient dans les exploitations. Et on a décidé en fait de remettre, donc on a mis 15 km de haies sur l'exploitation. Donc on a travaillé avec la CMG, c'est l'Association climatologique de la Moyenne-Garonne, pour donc remettre ces haies, que ce soit en périphérie des vergers ou carrément on a supprimé des rangées entières pour le remettre dans les vergers. Donc sur des grandes parcelles, on le remettait dans le verger. Ensuite, on a mis des bandes de fleuris. Là, c'est une réflexion en fait de quelqu'un qui visitait l'exploitation aussi, un agriculteur qui était en bio, lui, depuis bien plus longtemps que moi, et qui m'a un peu vexé parce qu'il visitait mes vergers, puis il disait, mais il n'y a pas de vie dans ton verger. Et ça, sincèrement, quelqu'un qui vient visiter votre verger, qui vous dit, votre verger, il n'y a pas de vie dedans, et sur le coup, effectivement, je ne pouvais que constater qu'il n'y avait pas suffisamment de vie dans mon verger.
Donc on a remis ces mélanges fleuris. Ensuite, une autre rencontre, c'était un apiculteur qui m'a dit « J'aimerais bien faire un essai chez toi de remettre des ruches dans les vergers ». Donc il a fait un essai, il a remis des ruches dans les vergers. Depuis, il a à peu près 7 ou 8 ruchers donc dans nos vergers. Donc ça représente plus d'une centaine de ruches. En fait, lui, il a baissé énormément son taux de mortalité au niveau de ses ruches, le fait de les laisser en fixe dans nos vergers. Et en plus, il produit plus de miel. Et pour nous, en fait, quel est le meilleur témoin et quel est le meilleur contrôleur de notre activité en tant qu'agriculteur, quoi. C'est-à-dire, si on est capable de faire vivre nos abeilles dans notre verger, ben en fait, c'est super, quoi. Donc ça faisait partie d'un progrès, ça faisait partie de la biodiversité. Évidemment, on a remis des nichoirs donc à chauves-souris, à mésanges, à passereaux, etc., pour qu'ils se nourrissent. Il faut qu'on apprenne aussi à tolérer, en fait, c'est la deuxième photo, le fait d'avoir du puceron dans le verger, c'est quelque chose qui est naturel. Donc ça nous permet aussi d'avoir des auxiliaires. Donc il faut qu'on arrive à trouver ce juste milieu entre des prédateurs et des auxiliaires. Donc ça, c'est toute une éducation, je peux vous assurer. On est parti sur des essais de couverts végétaux ensuite, parce qu'on voulait vraiment s'occuper du sol. Et là, on était parti en se disant on va essayer de respecter 3 critères. Donc il faut que l'implantation soit simple et rapide. Il faut qu'il y ait évidemment une action positive sur le sol et ou sur les auxiliaires. Et après, et aussi que le coût de mise en œuvre soit économiquement viable, parce que si c'est trop cher, on ne va pas le renouveler suffisamment souvent. On a fait exactement l'inverse en 2016. C'est-à-dire qu'on est parti avec un tas de modalités, donc je ne vais pas vous les citer toutes. C'est-à-dire que c'était tellement compliqué qu'au niveau de l'exploitation, on était incapable de voir ce qui marchait ou ce qui ne marchait pas. Donc, bon, c'était intéressant en soi, mais on aurait eu l'appui de scientifiques, d'experts, de techniciens pour nous dire, voilà, ça c'est bon, ça c'est pas bon, mais on ne l'a pas eu à l'époque et c'est vrai que c'est dommage. Donc on est revenu à des choses un peu plus simples. On a essayé de trouver du matériel beaucoup plus rapide en termes d'exécution pour faire ces couverts végétaux, y compris pour la destruction. Donc on écrase les couverts végétaux. Malheureusement, en 2021-2022, c'est les 2 années de gel printanier. Alors là, on a perdu 87% des récoltes de prunes et 65% en 2022 et à peu près 50% des pommes. Alors pourquoi je vous dis ça par rapport aux couverts? C'est qu'en fait, quand on fait des couverts, on les fait à l'automne. Et quand ils annoncent du gel, en fait, on détruit ces couverts pour justement gagner quelques degrés, avoir un sol le plus ras possible pour récupérer de la chaleur de ce sol. Bon, ça n'a pas spécialement bien marché, mais c'était, en tout cas, on les a détruits, quoi. Donc ça, c'est vrai qu'on a perdu 2 années. Donc 2023, par contre, ça a été une année excellente. Notamment, on a fait de gros essais au niveau de la Févrole. Donc ça a été implanté dans les vergers. Elle était magnifique, en fait. Là-dessus, il nous fallait une estimation en fait, de ce que réellement ça apporte, cette Févrole. Donc on a utilisé la méthode Merci pour estimer à peu près quel était ce potentiel-là. Donc on s'est rendu compte qu'en fait, rien qu'avec cet apport de Févrole, on pouvait gagner à peu près, donc d'après la méthode Merci, 68 kg/hectare d'azote, du phosphore, de la potasse, du soufre, du magnésium, mais aussi 3,8 tonnes, pratiquement 4 tonnes de matière sèche aérienne. On l'a ensuite vérifié avec Agrobio 47 et la FRAB pour essayer de voir exactement ce qu'on avait dans les sols. Donc on a fait des reliquats azotés. Et là, en fait, que ce soit en prunier févrole, en pommier févrole par rapport à nos témoins, il n'y a pas photo, quoi. C'est-à-dire que ça nous permet réellement de faire fonctionner nos vergers jusqu'à la récolte sans trop de soucis. Ce que vous voyez en dessous, là, les pommiers biochar, donc ça n'a rien à voir avec la Févrole. On fait un essai actuellement avec l'ACMG, l'Association climatologique de la Moyenne-Garonne, sur un apport de biochar. Donc la biochar, c'est une espèce de charboline, en fait, qui a été pyrolysée. On s'est rendu compte que ça pourrait avoir une action très intéressante au niveau du sol, sur la matière organique, sur le stockage de l'eau, sur la structure du sol. Donc c'est en cours. Donc je pense que c'est quelque chose où il faudra quand même s'y intéresser. Ça commence à se développer dans certains pays.
L'avantage de ce biochar, c'est que ça fabrique aussi ça pourrait fabriquer de l'énergie, donc ce serait vraiment un cycle assez vertueux. Donc pour l'instant, ça reste encore des essais, mais je pense qu'il faudra peut-être s'y intéresser. Alors, en conclusion de tout ça, par rapport à cette biodiversité, donc il y a des contraintes organisationnelles, parce que c'est vrai qu'on a un cahier des charges qui est quand même assez strict en bio, et des fois, par rapport à cette biodiversité, il peut y avoir certaines contradictions et certaines choses qui ne fonctionnent pas, et je pense notamment au problème de l'arrêté abeille, en fait, qui nous oblige à détruire des fleurs et certains couverts pour justement faire nos traitements. Alors que nous, on a nos abeilles dans le verger, donc c'est là où c'est un peu difficile, parce que l'apiculteur, il compte sur nous aussi pour lui fournir ces fleurs-là. Donc il y a quand même des contraintes agronomiques, mais c'est évident, en tout cas maintenant pour nous, que ça constitue vraiment un levier très fort dans ce développement de la bio, en fait. Et je ne peux plus imaginer, en fait, produire sans biodiversité, enfin, c'est quelque chose qui est inimaginable. Et est-ce que ça a une rentabilité ? Ben oui, parce qu'en fait, donc, si on met moins d'intrants, ben automatiquement, ça nous fait faire des économies. Si on a un sol qui fonctionne mieux, ben je pense que de suite, ben il y a un meilleur rendement, il y a un meilleur équilibre du fruit, et donc derrière, c'est beaucoup plus rentable. Et demain, en fait, donc, on a envie de poursuivre effectivement ces couverts végétaux, parce que je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes à faire. Je sais que les viticulteurs ont quand même plus d'avance que nous sur la gestion des sols par rapport à la vigne. Donc, je pense qu'on aura des choses aussi à récupérer chez les viticulteurs. Un sol vivant, c'est indispensable dans nos vergers. Ça paraît bête de dire comme ça, mais c'est la base. Et ensuite, à l'avenir, par rapport à ce changement climatique, ce sera trouver des nouvelles variétés. On sait maintenant que nous, on aura des variétés qu'on ne pourra plus garder dans nos régions. Donc, on est en train de monter une association qui s'appelle Biofree Sud pour travailler avec l'INRAE, avec les conservatoires, sur de la recherche variétale ou de l'hybridation variétale. Je crois beaucoup à la recherche participative, impliquer les chercheurs, les experts, les techniciens et les agriculteurs. Et c'est un peu ce qu'on fait là, avec la chaire bio. C'est un peu ces démarches-là qui, à mon avis, sont des démarches d'avenir. Et tout à l'heure, Adrien a un peu abordé le zéro intrant. Oui, pourquoi pas. Moi, je pense que c'est un objectif. On a des pistes, donc en développant la biodiversité, je pense qu'on s'y approchera. Elle ne sera pas suffisante. Je pense qu'il faudra s'orienter aussi vers des techniques de protection. Là, on travaille actuellement avec la société Michelin, qui va nous proposer en fait des systèmes non intrusifs. Parce que l'objectif, on ne voulait pas mettre nos vergers sous serre, parce que ça n'a aucun intérêt. C'est justement des systèmes qui nous protègent de façon temporaire quand il y a un agresseur ou quand il y a un problème quelconque, que ce soit le gel, la grêle, etc. Voilà, donc ça fait partie des possibilités peut-être futures. Et voilà, donc merci de votre attention.